Merci d'être au grand rendez-vous du journal de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. L'Office rwandais de gestion et d'utilisation foncière indique qu'environ 1,3 million de propriétés foncières ne sont enregistrées sous aucun nom et sont provisoirement placées dans le domaine public. L'entreprise Bella Flowers, spécialisée dans la culture et l'exportation des fleurs, indique que 85% des fleurs roses sont exportées vers l'Europe et qu'elle ambitionne se tourner également vers le marché africain parce que certains pays les importent à un coût très élevé. Au sommaire également, les usagers de la technologie dans leur occupation quotidienne se réjouissent de leur part dans l'accélération du travail et dans la recherche des solutions efficientes et rapides. Bonsoir et bienvenue à l'édition de ce soir. L'Office rwandais de gestion et d'utilisation foncière indique qu'environ 1,3 million de propriétés foncières ne sont enregistrées sous aucun nom et sont provisoirement placées dans le domaine public. Le point avec Kassim Youssouf. Un peu partout sur le territoire national, des propriétés foncières appartenant aux habitants ont été provisoirement placées dans le domaine public parce qu'elles n'ont pas été enregistrées. Différentes raisons sont présentées, notamment que certains les ont reçus en héritage et que les parents sont décédés, d'autres qu'ils étaient à l'étranger. Mon problème, c'est qu'on a pris ma propriété et on y a construit une école. Après la compensation, on m'a demandé d'aller photographier l'ancienne propriété, mais je n'ai pas de moyens. Mon souhait, c'est qu'on me donne une compensation et un titre de propriété. L'Office rwandais de gestion et d'utilisation foncière avait fixé le 31 décembre 2020 comme date butoir pour que les propriétaires fassent enregistrer leurs terres. La direction générale de cet office indique qu'après cette date, les terres non enregistrées ont été provisoirement placées dans le domaine public et leurs propriétaires doivent remplir certaines exigences pour avoir de titres de propriété foncière. On veut savoir l'origine de votre terre. Si vous l'avez acheté, vous présentez le contrat d'achat. Si c'est votre propriété ancestrale, il y a des voisins et les autorités des instances de base qui peuvent l'attester. Nous exigeons le titre de propriété et la fiche cadastrale qui montre les dimensions de cette propriété. Tous ces documents sont approuvés par le service concerné au niveau du district et après, vous remplissez un formulaire qui doit être accompagné de tous les documents et on demande le service normalement et après, la propriété est enregistrée à votre nom. Nous voulons lever l'équivoque parce que les gens pensent que leurs terres ont été remises au gouvernement, mais ce n'est pas comme cela que ça marche. C'est pour que toute terre soit identifiable dans le système. C'est depuis 2009 jusqu'en 2013 que l'activité d'enregistrement des terres a débuté et que des titres de propriété foncière définitifs ont été distribués. 11 576 996 propriétés foncières ont été enregistrées. 841 257 propriétés sont placées dans le domaine public et les propriétés non enregistrées placées provisoirement dans le domaine public sont 1 315 890. La population dans diverses parties du Rwanda se félicite des efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre l'analphabétisme au Rwanda. Elle affirme avoir déjà commencé à bénéficier de cette grande réalisation. Le récit suivant nous en dit plus. Nyaminani Claude, 47 ans, habite dans le district de Rulindo, au nord du Rwanda. Suite à l'histoire du pays, il n'a pas pu étudier et par conséquent ne sait ni lire ni écrire. Par ailleurs, il est bien conscient de l'importance de l'alphabétisation et invite tout le monde à profiter au maximum de ces opportunités ouvertes par le Rwanda. Je ne vais pas accepter que mon fils souffre de l'analphabétisme comme moi. Il doit étudier pour qu'il me soutienne à mon âge avancé, en lisant par exemple pour moi. De part et d'autre, la population loue les efforts du gouvernement
pour éradiquer l'analphabétisme et se réjouit des avancées réalisées dans ce développement. Je remercie le gouvernement qui s'est investi pour lutter contre l'analphabétisme. Le gouvernement a beaucoup travaillé, même si ceux qui sont adultes sont alphabétisés. La sensibilisation se fait jusqu'au niveau des églises de dimanche. Les experts en éducation indiquent qu'avoir un taux élevé d'alphabétisation de la population est un pilier fondamental vers le développement du pays et le bien-être de la population. Quand un investisseur étranger arrive, il se sert des gens bien formés. Quand il donne la ligne à suivre ou le gouvernement lui-même, la mise en pratique se fait rapidement sans peine. Le gouvernement peut mettre en place des stratégies, mais que la population n'embrasse pas. Moi, je pense que le développement qui fait notre fierté aujourd'hui dépend aussi du niveau d'évolution de notre population qui se développe en développant ainsi le pays. Les résultats d'une récente enquête démographique sur la santé montrent que le taux d'alphabétisme chez les femmes âgées de 15 à 49 ans est passé de 12% en 2015 à 9% en 2021, alors qu'il est de 9 à 7% chez les hommes. La même enquête révèle que les femmes scolarisées au niveau secondaire et universitaire sont concentrées dans des zones urbaines. L'entreprise Bella Flowers, spécialisée dans la culture et l'exportation des fleurs, indique que 85% des fleurs roses sont exportées vers l'Europe et qu'elle ambitionne se tourner également vers le marché africain parce que certains Africains les importent à un coût très élevé. Kassim Youssouf. L'entreprise Bella Flowers cultive 17 types de fleurs sur une superficie de 45 hectares sur un total de 100 hectares dont elle dispose. Elle récolte par semaine entre 4 et 5 tonnes de fleurs et les recettes de l'année dernière étaient de 8 milliards de francs rwandais. Cet investissement de Bella Flowers est évalué à 25 milliards de francs rwandais. Cette entreprise souligne les efforts qu'elle a déployés pour faire face aux effets du Covid-19 et accroître la production. Nous exportons en moyenne entre 20 et 35 tonnes par semaine. C'est beaucoup. Avoir une tonne de fleurs, c'est beaucoup. Cela signifie que lorsque la situation du marché en Europe est bonne, car c'est là où va notre production, nous faisons donc tout ce qui est possible pour avoir une production suffisante. Environ 1000 personnes sont employées dans cette culture de fleurs. Certains admettent que les fleurs ont transformé leur quotidien. Si je fais mon travail correctement, l'entreprise me paie un bon salaire et cela m'aide dans mes dépenses. Nous avons différents problèmes dans nos familles et j'utilise l'argent que je gagne pour les résoudre. Comme on le sait, il n'est pas facile de décorer avec des fleurs. Ils emploient des décorateurs pendant la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et j'ai appris d'eux. Même si je pars d'ici, je peux lancer ma propre entreprise de décoration. 85% des fleurs récoltées sont exportées vers l'Europe. Cette entreprise a enregistré l'année dernière environ 8 milliards de francs rwandais, dont 800 millions pour le seul marché local. Son ambition est de se tourner vers le marché d'Afrique du Nord parce que ces pays vont acheter ces fleurs du Rwanda en Europe à un prix très élevé. Rwandair va en Afrique de l'Ouest 3 ou 4 fois par semaine. Nous n'avons pas de problème de transport de ce côté-là. C'est ce partenariat que nous voulons mettre en place. Si vous êtes au Nigeria et au Ghana, il est facile d'arriver en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, en fait, dans tous ces pays. C'est là où je vais me focaliser au cours des 5 prochaines années pour y trouver des consommateurs. Au cours de l'exercice budgétaire 2020-2021, les recettes issues de l'exportation des produits agricoles
était de 444 862 189 dollars par rapport à 419 17 064 dollars en 2019-2020, soit une augmentation de 6%. Des fruits, des légumes et des fleurs exportés en 2020-2021 étaient estimés à 15 803 tonnes pour une valeur de 28 793 267 dollars américains. En 2019-2020, 31 788 tonnes d'une valeur de 28 683 666 dollars ont été exportées. En 2020-2021, la production des fleurs d'1 193 834 kilos, soit une augmentation de 58,7%, a été exportée et les recettes enregistrées étaient de 7 908 050 dollars américains. Les usagers de la technologie dans leur occupation quotidienne se réjouissent de leur part dans l'accélération du travail et dans la recherche des solutions efficientes et rapides. Jean Damascène Manichime nous en dit plus. Le docteur Placide Rukundo, qui œuvre dans le domaine agricole, se sert de la technologie dans son travail au quotidien, ce qui lui permet de minimiser le temps et les énergies. Il apprécie les avancées réalisées par le Rwanda dans la vulgarisation de la technologie, ce qui rassure quant au bien-être des générations à venir. Et quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui, tous les projets et toutes les initiatives en place s'appuient sur l'intelligence artificielle. L'Université du Rwanda s'investit pour développer l'intelligence artificielle dans le pays pour mettre fin aux défis entraînés par les pratiques rudimentaires. Dans le domaine agricole, l'intelligence artificielle permet de s'assurer que tout est en place pour une bonne production. Quand le cultivateur dispose des informations sur la pluviométrie, il peut décider par exemple de prévoir le système d'irrigation. Les investisseurs dans le domaine de la technologie affirment que l'intelligence artificielle ouvre déjà la route à une forte productivité au Rwanda, surtout dans le domaine des services. La technologie nous procure de l'emploi et accélère les services. Avant l'usage de cette technologie, nous étions souvent en conflit avec nos convoyeurs, mais aujourd'hui, le passager vient avec sa carte sans problème. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation indique que d'ici juin prochain, le pays aura déjà mis en place une politique régissant l'intelligence artificielle avec un accent particulier sur son usage dans l'éducation. Les élèves qui terminent aujourd'hui et tout le personnel enseignant s'intéressent en particulier à la technologie en vue de l'innovation visant la résolution des problèmes auxquels les Rwandais sont confrontés. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est largement utilisée au Rwanda dans divers domaines comme le commerce, les transports, la sécurité routière, l'agri-élevage, la santé comme dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et bien d'autres domaines. Les habitants de Rouillé qui ont trouvé du travail grâce aux travaux de construction de l'immeuble des classes à l'école polytechnique IPRC Rouillé indiquent avoir pu faire face à certains défis financiers auxquels ils étaient confrontés dans leur famille. Ces travaux ont débuté l'année dernière et les employés, notamment Mouka Mamadou, Kancil et Saïman Emmanuel, indiquent qu'ils ont pu faire avancer économiquement leur famille. Cet immeuble en étage va coûter 10 milliards de francs rwandais et depuis une année que ces travaux ont débuté, entre 100 et 500 personnes y ont trouvé l'emploi. Pour la page sport, ce soir, nous allons accueillir dans le studio M. Silver Henri Cissé, consultant en sport international, pour nous parler de la CAN. Bonsoir. Bonsoir Amandine.
La CAN est finalement organisée malgré la contestation de certains Européens et surtout les clubs qui hésitaient à relâcher les joueurs. Pensez-vous que cette incompréhension entre pays africains et clubs européens prendra fin un jour ou bien c'est une situation qui risque de perdurer? Je crois que l'Afrique a frappé très très fort avec sa prise de position. Il faut remettre ça dans le contexte. Nous avions la FIFA, l'UEFA, les plus grands clubs européens et également les clubs du Proche et Moyen-Orient qui étaient pour un report, même voire une annulation de la CAN. Et qu'a fait l'Afrique? Qu'ont fait les instances africaines du football? Eh bien, elles ont dit tout simplement non. Prenons cette situation il y a 5, 10, 15, 20 ans. Je pense que l'Afrique n'aurait pas peut-être pu résister à cette force, à cette task force qui se présentait face à elle. Là, elle a dit non. Là, elle a refusé l'injonction qui lui était faite et je trouve ça formidable qu'elle ait pu le faire. Ça prouve sur le plan politique tout simplement que l'Afrique aujourd'hui, sur le plan des instances sportives et de la gouvernance, est très très forte. Et c'est un peu à l'image de ce que représente le continent aujourd'hui. Il faut peut-être ajouter aussi une dimension politique. C'est que nous avons la Fédération internationale, la FIFA, qui a un projet de ramener la Coupe du Monde de 4 à 2 ans. Si elle ramène la Coupe du Monde de 4 à 2 ans, cela veut dire que la CAN pourra en faire le frais. Et quelque part, c'était aussi une arme d'influence sur la Confédération africaine pour qu'elle puisse justement, dans l'avenir, penser à ce que cette CAN ne soit pas tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Oui. Et la CAN, en pleine crise sanitaire, sera-t-elle un succès pour le Cameroun qui a beaucoup investi dans les infrastructures? La chaleur du jeu sera-t-elle la même avec le Covid qui a commencé déjà à attaquer certains joueurs? Écoutez, pour ce qui concerne de l'ambiance, je pense qu'aujourd'hui, c'est une donnée dont nous tenons compte et dont tous les instants sportifs tiennent compte. La Covid est là depuis 2 ans, on en tient compte. Donc, sur le plan du spectacle, il faut faire avec. On voit certains stades qui sont vides. Il faut savoir que le Cameroun, aujourd'hui, ne compte qu'une population de 6% de vaccinés. Et pour aller au stade, il faut avoir un parcours vaccinal complet ou avoir un test PCR, ce qui n'est pas le cas pour certains matchs qui ne sont pas intéressants pour les Camerounais, qui, quant à eux, veulent se contenter soit sur leur équipe nationale ou soit sur les matchs les plus importants. Ensuite, on a une autre donnée qui concerne la Covid. Il s'agit des équipes et des matchs. Et là, on l'a vu notamment avec le Sénégal, puisque le Sénégal, pour le match d'ouverture, sur 28 joueurs, avait 11 joueurs qui ne pouvaient pas disputer la compétition, soit par blessure, mais essentiellement parce qu'ils étaient testés positifs. Donc, il va falloir tenir compte de cette problématique qui est la Covid, qui touche toutes les équipes et qui empêche certains joueurs de pouvoir jouer la compétition parce qu'ils sont testés positifs. Mais en ce qui concerne l'ambiance, en ce qui concerne votre question, je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que ce qui compte, ce sont les 11 joueurs qui seront sur le terrain et qui vont livrer une rencontre. Parlons de notre sous-région d'Afrique, de l'Est et des Grands Lacs. Aucun représentant dans la CAN. D'après vous, qu'est-ce qui a manqué dans notre région et surtout, que faut-il faire pour redresser la situation? Alors, je crois qu'il faut tout simplement que les pays de votre sous-région aient un projet. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. L'Allemagne, en 1998, est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce qui est un véritable drame pour cette équipe qui a été championne du monde à plusieurs reprises, qui est une très grande nation. Qu'ont-ils décidé de faire? Eh bien, de tout remettre à zéro, au niveau des clubs, au niveau des sélections nationales, de faire en sorte que le projet soit tendu vers quoi? Vers une victoire en Coupe du Monde. Et ensuite, on s'est aperçu qu'à partir des années 2000, eh bien, l'Allemagne a été très souvent dans le haut du panier en Coupe du Monde pour la remporter en 2014. Donc, si dans la sous-région, l'on veut absolument briller dans le foot et dans tous les sports d'ailleurs, il faut avoir un projet à long terme, c'est-à-dire avoir un projet qui soit basé sur 5, 10, 15 ans avec la volonté de développer des jeunes talents et surtout de faire en sorte que toutes les instances d'un sport et donc du football aillent vers le même sens, c'est se concentrer sur l'équipe nationale. Enfin, un mot sur les premiers matchs de certains pays comme le Cameroun, pays hôte, et le Sénégal qui est cité comme favori. Quels sont les pronostics? Vos pronostics, l'Algérie retient-elle la coupe ou bien un autre pays peut l'arracher? Alors aujourd'hui, on a une information très intéressante parce qu'avant ce jour, on avait nos 3 favoris qui sont l'Algérie, le tenant du titre, le Maroc et le Sénégal qui possèdent vraiment un collectif très impressionnant. Ces 3 équipes ont débuté la Coupe d'Afrique des Nations en décevant. Le collectif n'était pas au rendez-vous, la mécanique n'était pas huilée. Il faut dire que des équipes comme le Sénégal n'ont pu avoir une préparation adéquate. Si je vous prends le Sénégal qui est mon pays d'origine, mon pays de cœur, pas de match amical. Le stage de préparation qui était prévu au Rwanda qui a été annulé, je dis bien annulé, en raison d'une demande de la FIFA. Donc ils sont arrivés à la Coupe d'Afrique des Nations sans préparation. Mais aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu une équipe du Nigeria,
face à l'Égypte qui a été juste extraordinaire. Extraordinaire dans son collectif, extraordinaire dans la dynamique qu'ils ont donnée, extraordinaire dans ce qu'ils ont bien pu impulser. Ils ont donné un véritable spectacle et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu le meilleur match depuis le début de la CAN, certainement le plus beau but depuis le début de la CAN. Et je crois qu'il faut la compter avec cette équipe du Nigeria qui était considérée comme outsider et dont je fais mon favori aujourd'hui. L'Algérie est déçue. Le Maroc est plutôt bien parti. Il va falloir les surveiller. Et le Sénégal, il va falloir qu'il soit même dans la Sadio Mané dépendance, un peu trop dépendant de la star du Sénégal. Donc voilà ce que nous pouvons constater aujourd'hui depuis que la CAN a débuté dimanche. Merci beaucoup, Monsieur Henri Cissé, pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer, avec toute l'équipe qui a réalisé ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Di Kumasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.